Les trois rafales français, Joris Daudet, Sylvain André, Romain Maillot. Les Français font 1-2-3. Léon Marchand qui est en train de passer Milac. Léon Marchand remporte son deuxième titre. Champion olympique avec un nouveau record olympique. Ça y est, c'est fait, Pauline, après les désillusions de Londres, de Rio et de Tokyo. Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique de VTT cross-country. C'est la 5e balle de match. C'est celle-là qui compte. L'équipe de France est double championne olympique. Oh, le truc délirant. Le Campus Sport Club, tous les mardis soirs, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fedeli. On se retrouve pour une nouvelle émission ce mardi soir du Campus Sport Club. Émission très spéciale. Peut-être que vous êtes encore devant votre téléviseur à écouter une autre radio. Si vous écoutez, ça ne peut pas marcher évidemment. Pour cette soirée très particulière en ce moment, à quelques mètres d'ici, est en train de se jouer un match de foot primordial entre Dunkerque et Paris. Et ce match qui arrive bientôt à son terme, on va pouvoir en parler dans un très très court instant. Pour cette soirée qui ne sera pas dédiée 100% à l'USLD, je suis accompagné de Jean. Jean, comment tu vas ? Écoute, ça va très bien. Et toi, je suis ravi qu'on soit aussi nombreux ce soir, mais il faut dire qu'il y avait match. Et oui, puisque ce soir, nous sommes que tous les deux, voilà, avec Jean, déserté par le reste du Campus Sport Club. On s'en souviendra de cet abandon massif. C'est sûr, mais on est que tous les deux, mais on est en réalité une grande famille, puisque vous êtes sûrement extrêmement nombreux à nous écouter en ce moment, donc on n'est pas tout seul. C'est génial, et j'espère bien là. Oh là là, attention, il y a des infos qui tombent devant moi. Oui, c'est une mauvaise nouvelle qui est tombée devant moi. Écoute, sans plus tarder, on va pouvoir aborder justement ces résultats du soir, du week-end même. On va revenir comme d'habitude dans cette émission sur tout ce qui s'est passé après ce jingle. Victoire, défaite, sacre ou désillusion, on revient tout de suite sur les résultats de la semaine dans le CSC. Et on en parlait, j'en parlais justement dès les premières secondes de cette prise d'antenne avec ce résultat qui est sur le point de tomber. C'est pas encore terminé à 100%, mais on se dirige au stade Pierre-Mauroy vers une élimination pour Dunkerque face au Paris Saint-Germain. Je disais juste avant, une info, mais une mauvaise nouvelle qui vient de tomber. Jean, tu peux peut-être nous en dire plus? Ouais, on fait plus que de s'y diriger. C'est le 4e but du Paris Saint-Germain signé Ousmane Dembélé. Bon, alors je sais que les amoureux des belles histoires forcément vont s'en attrister. En tant que supporter parisien, ça ira pour ma soirée, mais c'est vrai qu'on a vécu quand même une superbe aventure du côté de Dunkerque, et ils ont été hyper vaillants ce soir. Ils ont quand même mené 2-0 au stade Pierre-Mauroy. Bon bah là c'est Ousmane Dembélé, le joueur le plus en forme de ce début de saison 2025, enfin de ce début d'année 2025, qui vient finalement les crucifier 4-2, mais je pense qu'il y aura pas de regret à avoir. Ils sont bien battus. Puis juste avant, quand on était en train de s'installer, il y avait ce but refusé pour hors-jeu. Il y aurait pu avoir ce 4-2 juste avant ça. Valeureux Dunkerquois qui se dirige lentement mais doucement. C'est pas encore acté. Hein. Il faut éviter de parler trop vite dans le sport. Hein. Il s'est déjà passé des folies, mais force est de constater que ça a l'air d'être mal parti. En tout cas, parcours historique quand même pour l'USLD, qui n'avait jamais atteint la demi-finale qu'une seule fois avant cette année. C'était en 1929 pour un club qui est presque centenaire, donc un peu plus centenaire. Donc c'est vraiment fou, et surtout d'avoir mené, comme tu le dis, 2-0 dans ce match. Donc on y a extrêmement cru. Des buts de Vincent Cinceau à la 7e minute et du Saoudien Mouhanad Al-Sad, j'espère que je prononce bien, à la 27e, qui avait permis aux Dunkerquois de mener. Puis surtout, ils ont pris 2 buts pour le 2-1 et le 2-2 au pire des moments, à la 45e signé Ousmane Dembélé, et dès la reprise à la 48e
suite à un corner qui, selon les images, ce que disait aussi Fabien Lévesque à la télévision, ce dont se plaignait Luis Castro, un corner qui n'aurait peut-être pas dû être accordé au Paris Saint-Germain, mais la VAR ne peut pas revenir sur ce genre de situation. Donc voilà, c'est toujours pour soulever des petits débats là où il y en a pas, mais on en profite. Dans les autres résultats football du soir, il y en a un que j'attends et qui viendra juste après, c'est une autre demi-finale. Oui, donc là c'est sûr, c'est acté, je viens d'avoir l'information. Dunkerque est bien éliminé de la Coupe de France, défaite 4-2 au stade bravo Dunkerque. Mais bravo, ça devait être kiffant. On aura peut-être quelqu'un d'ici quelques minutes au stade, puisque forcément si on est là tous les deux, il y en a bien un. Dans toute l'équipe, il y en a bien au moins un qui a pu aller à Pierre-Mauroy ce soir. C'est pas faux de raser large, quoi, quand je recrute les chroniqueurs. Bon, en tout cas, on avance dans ces résultats, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, et surtout qui se sont passés ce week-end. Déjà ce soir, quand même, on revient sur un peu de football avec un autre match de coupe. C'était en Coupe d'Allemagne, puisque c'était une demi-finale assez importante avec ni plus ni moins que le champion en titre de Bundesliga et de cette Coupe d'Allemagne, le Bayer Leverkusen, qui allait perdre 2-1 sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld. Pourtant, l'équipe de Xabi Alonso avait ouvert le score à la 17e minute grâce à Jonathan Tah. Et puis, renversé, toujours dans cette première période, à la 20e et à la 45e plus 3. Défaite, élimination. Donc, on connaît le premier finaliste de cette Coupe d'Allemagne. C'est l'Arminia Bielefeld. Comme en Coupe de France, on sait donc d'ores et déjà que le Paris Saint-Germain ira au Stade de France. Et puis, si je dois avancer dans les résultats, on va forcément faire un petit bond en arrière. J'en profite, c'est le moment de parler Ligue 1, notre très cher Ligue 1, avec un week-end chargé en buts et en spectacle. En vrai, je pense qu'on ne s'est pas trop ennuyé, mais à la fin un peu terne et manque de bol. Cette 27e journée s'est conclue sur le derby du Nord, aussi à Pierre-Mauroy, juste à côté, entre Lille et Lens. Dimanche soir, le LOSC et le Racing ont livré un 100e derby de Ligue 1 assez pauvre dans le contenu, avec de très rares occasions. Il en aura quand même suffi d'une à la 19e minute de jeu pour permettre à Mathias Fernandez-Pardo et Odoc d'ouvrir le score. Le bon pressing du jeune ailier belgeo-espagnol sur le portier lensois Mathieu Ryan, loin d'être de tout exempt de tout reproche, lui aura permis de déstabiliser suffisamment le portier et d'ouvrir le score. Donc, et puis plus rien, plus grand chose, en tout cas après cette ouverture du score. Petit score, mais grande conséquence quand même pour les clubs nordistes. Lille se remet en selle dans la course au top 4, synonyme de Ligue des Champions, alors que le RC Lens manque l'occasion de recoller au top 7 et donc aux places européennes pour la fin de saison. Avant ça, on a eu droit aussi au meilleur et au pire. Ça me fait mal de le dire, mais côté meilleur, c'était le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, donc on en parlait déjà juste avant, qui n'est plus qu'à un cheveu du titre grâce à sa démonstration de force à Saint-Etienne. Victoire 6-1 à Geoffroy Guichard, après toutefois avoir été surpris par Lucas Stassin côté vert dès la 9e minute, puis à tour de rôle Gonzalo Ramos sur penalty. Gvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Joao Neves, encore Doué, et le Titi Ibrahim Mbaye ont livré un festival offensif face au vert. Ça, c'était le meilleur, comme je l'ai dit, samedi soir, juste après avoir vu le pire, en tout cas pour ma part, à Reims, où l'Olympique de Marseille s'est effondré et s'est incliné 3-1 face à des Rémois, plus que jamais dans le dur les semaines précédentes, pourtant avec 0 but marqué depuis le 4 février de tête. Une défaite qui a fait quelques heures plus tard les affaires des Monégasques, toujours samedi soir, donc pour le choc de haut de tableau, avec un autre derby là, face à Nice. Mené 1-0 à la pause, l'ASM s'est reprise en main dès la reprise des coups d'envoi de la seconde période. Et l'a finalement emporté 2-1 grâce aux réalisations de Mika Biret, qui n'arrête pas aussi de marquer celui-là, et Bril Mbolo. Dans les autres résultats marquants du week-end, Strasbourg a écrasé l'Olympique Lyonnais vendredi en ouverture à domicile 4-2 pour le Racing, qui ne se contente plus que de rêver d'Europe, qui y croit dur comme fer. Même score à Toulouse dimanche, mais en faveur de Brest. Cette fois, succès 4-2 des Bretons dans le sud-ouest. Et puis toujours dimanche, dans le duel des mal classés, les Havrais ont pris le meilleur à la maison sur le FC Nantes. Victoire 3-2, acquise à la toute fin du temps réglementaire, et 3 points dans la besace du Hack qui fait plaisir. Car côté classement, Paris mène largement la danse avec 71 points, 21 d'avance sur Monaco, son dauphin. Et donc, à 7 journées de la fin, si on fait les calculs, on est à quasiment rien finalement de ce sacre. Il suffirait d'une victoire ou d'un meilleur résultat que l'ASM, si ce n'est même 2 défaites des 2 clubs sans qu'aucun club ne dépasse Marseille. Enfin, il y a tellement de scénarios possibles que c'est fait. Oui, a priori, c'est pour ce week-end le sac des Parisiens. Pour moi, la plus grosse interrogation, c'est surtout de savoir si oui ou non ils vont réussir à rester invaincus. C'est quand même la question de cette saison. Ça a jamais été fait dans l'histoire du championnat. Ouais. Le record, c'est le FC Nantes qui n'avait perdu qu'un seul petit match. J'ai envie de dire que s'ils se le mettent comme objectif,
Ils en ont les qualités, ça, il y a aucun doute, mais bon, ils les ont chaque année. Après, tenir sur l'ensemble d'une année, ça paraît compliqué. Maintenant, à mesure qu'on s'en rapproche, ça devient de plus en plus concret. Pour moi, ça va plutôt se jouer du côté des Coupes d'Europe. Je pense que la gestion de la Ligue des Champions va avoir un impact sur les matchs de Ligue 1. Et même là, on l'a vu avec la Coupe de France, ça fait 2 fois de suite que Paris est mené en début de match. Après, les écarts de niveau font que dans la deuxième mi-temps, ça revient. Mais voilà, faudra quand même se méfier. C'est loin d'être fait, mais je pense qu'ils peuvent en faire un objectif. Ouais, on en parlera tout à l'heure, on s'avancera un peu en termes de pronos. On s'est dit, on fera une petite séquence pronos entre nous. Je pense qu'en regardant le calendrier des 7 dernières journées, il y a un petit Racing Club de Strasbourg qui, justement, attention Paris Saint-Germain, qui serait déjà champion d'ici là, mais attention quand même pour garder cette invincibilité. Donc, on est à 21 points, Monaco qui est à 50, une victoire, donc j'en ai parlé, pardon. On est derrière le Dauphin monégasque, ça se colle entre Marseille 3e avec 49 points, Nice et Lille, du coup 4e et 5e tous deux à 47 points. Suivent Strasbourg 46 points et Lyon 45 points. Puis à la 8e place, petit écart avec Brest à 5 longueurs des Lyonnais et Lens à 6. Enfin, chez nos amis de la zone rouge, le Havre, comme je le disais juste avant, 16e et barragiste, prend 4 et 9 points d'avance sur Saint-Etienne et Montpellier en position de relégable. Mais avec un match en moins, c'était ce fameux match avec les incidents en tribune à la Mosson et ce match qui devrait certainement revenir en faveur de Saint-Etienne. Et pour en finir avec le foot, je termine quand même par un mot de Ligue des Champions féminine, puisque mercredi dernier, les Lyonnaises l'ont emporté 4-1 sur le Bayern Munich en quart de finale retour. Et les voilà ainsi qualifiées pour le dernier carré où elles seront opposées à Arsenal pour une place en finale. Un petit mot rugby. On reste dans cette thématique féminine, dans cette vibe du sport féminin. Des footballeuses, on passe au rugby women et à nos Françaises parfaitement lancées dans leur tournoi des 6 nations. Après l'Irlande à Dublin lors de la première journée, les Bleus ont battu samedi les Écossaises à La Rochelle au stade Marcel de Flandre. Succès 38-15 qui s'est dessiné à partir de l'heure de jeu et les 3 essais tricolores inscrits en moins de 8 minutes. Le 15 de France reste deuxième du tournoi derrière les indétrônables anglaises qui ont réalisé un nouveau carton plein au Pays de Galles, 67-12. Les voilà avec 10 points pour 2 victoires grâce à chaque fois au bonus offensif. Devant nos Françaises avec 9 points et l'Irlande qui en compte 5 puisqu'elles se l'ont emporté aussi ce week-end, 54-12 sur l'Italie. Et puis toujours dans le rugby, on va passer dire coucou à ces messieurs. Que de réussite à domicile, que ce soit pour Toulouse face à Pau, Montpellier contre le Stade Français ou Clermont face à La Rochelle, ou bien le Racing même 92 opposé dimanche soir en clôture de la 20e journée à l'Union Bordeaux-Bègles qui l'a emporté 36-31. Toujours dauphin des Toulousains, cet UBB, après le revers du RC Toulon 26-28 sur la pelouse de Castres, dans ce qui était aussi l'affiche du haut de tableau du week-end en top 14. Enfin, on dénombre quand même un match nul sur les 7 affiches du week-end, celui entre Vannes et Perpignan, 20 partout. Un résultat qui ne fait les affaires d'aucun des deux clubs, respectivement dernier et avant-dernier du top 14. Juste devant, le Stade Français 12e compte 36 points, alors que 6 équipes de la 11e à la 6e place, et pour rappel, la 6e place, c'est la dernière qualificative en quart de finale de top 14, se tiennent, elles, en 5 points. C'est une victoire avec bonus. C'est pas grand-chose. Un peu de basket. On va sur les parquets, un petit retour à chaud. Dimanche, en Betclic Elite, il y avait comme un parfum d'Europe et de zone rouge dans l'air. Zone rouge pour ce qui concerne malheureusement nos représentants nordistes, Gravelines Dunkerque et Le Portel. L'Europe, et plus particulièrement l'Euroleague, ce qui concerne leurs bourreaux du Paris Basket et Monaco, car en ce jour du Seigneur, dimanche, les Gravelinois n'ont pas dû assez prier et ont pris la foudre à l'Adidas Arena. Énorme raclée 109-66 en faveur des Parisiens, déjà très en forme 2 jours plus tôt, puisque vendredi, en Euroleague, ils ont gagné magnifiquement sur le parquet du Panathinaikos, le champion d'Europe en titre 101-98. Même son de cloche pour Monaco, bouillant jeudi en Grèce, cette fois sur le parquet de l'Olympiakos, victoire 80-77, c'était en Euroleague. Et puis au Portel, oui, bien sûr, dans le chaudron, la Roca Team a encore une fois dicté sa loi pour s'imposer 91-67 face à l'ESSM. Un monde d'écart qui se ressent aussi au classement du championnat, mené par l'Asvel, lui aussi vainqueur dimanche contre Chalon-sur-Saône 116-95, et qui détient actuellement le même pourcentage de victoires que Paris, Cholet et Monaco en tête du classement. Et à l'opposé, le Portel reste empêtré à la 15e place et avant-dernière, celle du barragiste, si on peut dire. Juste devant, c'est le BCM, justement pour une victoire d'avance qui reste en dehors de la zone rouge, alors que se profile un Opalico de la peur ce week-end. Petit rappel, l'Opalico, c'est le derby entre Gravelines et le Portel. Il y en a
certainement un des deux qui va finir à cette 15e place. Certainement. Voilà, je vais pas te mentir que ton spécialiste basket est absent aujourd'hui. Il est au stade. Là. C'est il ça est le au comble. stade. C'est Voilà. ça le comble. Il est au stade. Là. C'est ça le comble. Mais ouais, moi, de ce que j'en ai vu, il y a quand même des chances, ouais. Ouais. En tout cas, je l'ai bien vendu. Comme quoi, c'est la merde. C'est très bien vendu. Je fais attention C'est super à mon bien construit vocabulaire. comme émission. Ouais, super. T'as vu aussi. On est très propre dans le parler. Et puis on garde l'accent nordiste quand même un très court instant. Pardon. Je finis aussi avec les sports collectifs. Samedi soir à Chartres, évidemment le Tourcoing, Lille Métropole Volleyball a soulevé pour la seconde fois de son histoire la Coupe de France. Les Verts ont battu en finale Montpellier au bout d'un thriller de 5-7 et ont décroché là leur second trophée après 2018 et une première Coupe de France. Ne manque plus que le championnat alors que le TLM n'a plus disputé de finale de Ligue A depuis 2009. Et chez les femmes, la coupe est revenue à Mulhouse, tombeuse de Nantes, en finale samedi après-midi, toujours à Chartres. Une belle revanche, puisque la précédente édition avait été remportée par Nantes, contre Mulhouse, justement. Donc on se retrouve et ça donne peut-être lieu à une belle l'année prochaine, en finale. Il faudra peut-être compter sur ces deux équipes. Allez, on fait la place belle à un peu l'individualisme. Désolé Jean, je pars en solo sur ce coup-là. Direction la Floride où Novak Djokovic devra attendre encore un peu avant d'obtenir son 100e titre ATP en carrière. Le tennisman slovène 5e mondial s'est incliné en finale du Masters 1000 de Miami face au jeune tchèque Jakub Mensik, 19 ans. 19 ans, c'est vous dire, il était pas né lorsque Djokovic a démarré sa carrière pro. C'est assez fou. Et ce Mensik a remporté la finale en 2-7, poussé au tie-break à chaque fois 7-6, 7-6. C'est le premier titre ATP de ce Jakub Mensik qui gagne 990 points et fait un bond de 30 places au classement ATP de la 54e à la 24e, oui, place mondiale. Chez les femmes, en revanche, la hiérarchie a été respectée. La numéro 1 mondiale, la Biélorusse Aryna Sabalenka, a gagné son 10e WTA 1000 à Miami en disposant de l'américaine Jessica Pegula en 2 manches, 7-5, 6-2, emballé, c'est pesé. 3e finale entre les deux et 3-0 pour Sabalenka. C'est pour donner un peu un ordre d'idée. C'est pas mal. C'est des bonnes stats. Premier titre de l'année pour Sabalenka. Normalement, ça arrive à l'Australian Open. Bon, c'était pas passé loin. Ça aurait pu arriver à l'Indian Wells. Ça aurait pu arriver aussi. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Bon, voilà, elle a coché la case et elle règne encore un peu plus sur le classement féminin, en tout cas au niveau de la WTA. Elle prend de l'avance sur Iga Swiatek, la numéro 2. Un petit mot cyclisme, évidemment, puisque ça va aussi faire le gros objet des semaines à venir. 3 courses importantes ont eu lieu ce week-end. Une course à étapes en Espagne et 2 classiques flandriennes pour lancer les festivités avant les monuments dont on va se régaler. Outre Pyrénées d'abord, le Slovène Primož Roglič a remporté son second Tour de Catalogne dimanche au terme d'une 7e étape où le coureur de la Bora Hansgrohe aura porté une attaque décisive dans l'avant-dernière montée de Montjuïc. Exactement. À force de voir le FC Barcelone jouer au stade, je me suis dit, est-ce que je le prononce à la française? Il y a eu un Grand Prix de Formule 1 à Montjuïc dans les années 80. Ouais, ça date, ouais. Je me souviens, ouais. J'avais cru voir se passer cette info sur le circuit de Montjuïc. Ça date aussi. En tout cas, une deuxième. C'est hyper dangereux. Ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont. Il n'y a pas eu de mort. T'as dit les années 80, on parle pas de 82 et d'un Canadien, à tout hasard. Là. Non, mais ça va pas durer longtemps. Ça aurait pu, hein. Le Canadien 82, c'était dangereux. On était pas loin. On était dans la vibe, quoi. On était dans la vibe. En tout cas, deuxième étape de prise sur ce Tour de Catalogne après la 4e étape déjà remportée par Roglič, qui lui a permis là de ravir le maillot blanc de leader à l'Espagnol Juan Ayuso sur le gong. Et du côté de nos voisins belges, après sa démonstration de force dans le sprint final de Milan-San Remo, Mathieu Van Der Poel a montré au Grand Prix de l'E3 une nouvelle fois qui était le patron en ce moment, le néerlandais de 30 ans, visiblement en colère après course, quant à la stratégie des équipes qui avaient essayé de jouer sur une chute massive du peloton pour filer et lui faire faux bond alors qu'il était retenu à l'arrière. Et en tout cas, il s'est bien vengé sur les routes belges. Il a finalement repris tout le monde, il est revenu à l'avant et il a asséné une accélération destructrice dans le vieux Quaremont à 40 km de la ligne. Seuls Mats Pedersen et Filippo Ganna, 2e à San Remo, ont pu rester un temps dans sa roue avant, inévitablement, de le laisser concourir son second titre consécutif à Harelbeke. Et puis, il a quand même pris un petit moment de repos. Il a décidé de ne pas s'aligner le dimanche sur Gand-Wevelgem, contrairement au Danois Mats Pedersen, qui s'est rapidement consolé en conservant lui aussi son titre là-bas ce dimanche. Le pensionnaire de la Lidl Trek, favori à sa propre succession en l'absence aussi de Tadej Pogačar et autres cadors, s'est défait de la concurrence à 70 km du final pour l'emporter en solitaire. Derrière lui, les dernières places se sont jouées au sprint et c'est le champion d'Europe Tim Merlier et l'Italien Jonathan Milan qui ont su tirer leur épingle du jeu pour compléter donc ce podium de Gand-Wevelgem. Bon, c'est pas la F1, on va finir quand même avec sur du 2 roues.
Ça va peut-être faire plaisir à Jean. On parle MotoGP. On part sur du 2 roues avec 240 chevaux de plus, j'ai noté, tu vois, à peu près, pour marquer la différence. Ce week-end, on a eu droit à un drôle de Grand Prix des Amériques à Austin, au Texas. Une 3e manche de la saison 2025 de MotoGP pendant laquelle l'Espagnol Marc Marquez, leader incontesté du général en ce début d'année, aura fait le show du début à la fin. Le pilote Ducati a d'abord gagné samedi la course sprint, réalisant le 3/3 en 2025, en plus de prendre la pole et de faire le meilleur tour en course, comme en Thaïlande et comme en Argentine avant cela. Un Grand Prix états-unien presque parfait, jusqu'à ce 12e tour de la course du dimanche, la course principale, et cette chute dans un moment où l'Espagnol gérait parfaitement son avance. Trop relax sur le moment, selon sa propre analyse, qui a permis au double champion du monde italien Francesco Bagnaia de l'emporter. Et comble l'histoire, mais c'est son frère cadet, Alex Marquez, 2e de la course, qui était déjà 2e en Thaïlande et en Argentine, qui prend la tête du classement général côté pilote pour 1 point, 87 à 86 sur Marc Marquez. Et puis, je finirai, Jean, pour te poser la question aussi, mais incroyable cette image juste avant, vraiment, à quelques secondes de démarrer cette course du dimanche. Ça s'est déjà vu en Formule 1, des choses pareilles comme ça. En Formule 1, c'est trop compliqué logistiquement. Mais c'est plutôt de changer les pneus, on va dire, en dernière minute. C'est des réglementations maintenant qui autorisent ou non, enfin qui autorisent de changer les pneus jusqu'à quelques minutes du départ. Ouais, c'était assez fou de voir Marc Marquez se diriger vers son stand. Il y avait plus le droit de changer de pneus et donc il a dû carrément changer de moto pour s'adapter aux conditions. Moi, je dois dire que j'ai surtout été surpris par son erreur en course, par son manque de vigilance, parce que alors non seulement c'est un pilote qui a beaucoup d'expérience, qui était tranquillement en tête de la course, mais surtout il en a parlé avant le début du week-end. Il l'a dit, là le plus gros risque c'est de faire des erreurs d'inattention, et il l'a quand même fait. Donc ça m'a étonné venant d'un champion comme lui, oui. Mais comme quoi ça peut arriver à tout le monde. Et comme quoi tu peux être premier partout, abandonner sur une course et être quand même voilà. 2e au classement. Et finalement, c'est Alex Marquez qui récolte les pots cassés. Il est toujours là, toujours hyper bien placé depuis le début de la saison. Pas encore de victoire, mais il est quand même sur une Ducati Gresini, donc il est pas sur l'écurie principale et il est en tête du championnat, donc grosse perf. Il ne pilote pas un âne. Pardon, c'est dur à dire finalement cette phrase. Bon, fin des résultats en ce mardi soir. Je vais marquer un petit temps de pause, ça va me permettre de reprendre ma respiration aussi. Forcément, soirée autour de l'USLD. Je me devais, comme première musique, de faire quand même la dédicace. L'hymne à Jean Bart, avec la cantonade qui a été chantée par 50 000 supporters il y a 2 heures de cela. On se l'écoute tous ensemble et puis on revient dans un très court instant pour la suite du CSC. À tout de suite. Cet hymne à Jean Bart à l'instant sur Radio Campus Lille 106,6 FM, puisque vous êtes bien en direct pour écouter le Campus Sport Club. Jusque minuit pour revenir sur toute l'actualité sportive du moment. On a forcément abordé les résultats pour ce début d'émission. Me voilà prêt à lancer le jingle, celui des news. C'est Jean qui s'en charge ce soir. Football, cyclisme ou encore rugby, c'est les news de la semaine du Campus Sport Club. Jean, c'est bizarre cette coupure. Ça m'a même surpris. Je me suis même surpris moi-même alors que je suis aux commandes. C'est te dire vraiment le niveau ce soir. Jean, cyclisme, rugby, football dans cet ordre? Non, pas dans cet ordre. Non, on va attaquer sur du cyclisme. Non, si quand même. Alors si, c'est bon. Ouais, si c'est bon. Parce que c'est l'une des. C'était pas dans l'ordre dans lequel je l'ai dit, donc c'est pour ça que j'étais resté là-dessus. C'est quand même l'une des grosses news de ce début de semaine. Il y aura 23 équipes au départ du Tour de France le 5 juillet prochain à Lille. Et on connaît leur identité. Hier, l'Union cycliste internationale a approuvé la proposition d'inviter une 23e équipe sur les grands tours contre 22 auparavant. Alors en fait, on a les 18 équipes du World Tour, qui est la première division cyclisme en cyclisme, qui sont d'office qualifiées, ainsi que les 2 premières équipes de la division Pro Team, donc cette 2e division. Et on a chaque organisateur qui dispose de 3 invitations. Alors c'est logique, sur le Giro, on va plutôt inviter des équipes italiennes, sur le Tour des équipes françaises et sur la Vuelta des équipe espagnole. Donc, comme attendu, la Total Energy a été invitée. Et d'ailleurs, c'est plutôt bien pour leurs finances. Heureusement qu'ils sont là. On a l'équipe Unorix également qui avait très bien performé pour son premier tour l'an passé.
Et puis la dernière invitation revient à l'équipe Tudor. C'est la première participation pour la structure de Fabian Cancellara qui a été fondée en 2018 et elle a certainement été aidée par l'arrivée cet hiver d'un certain Julien Alaphilippe. Je connais pas moi. T'as jamais entendu parler? Non. C'est Julien Alaphilippe. Tu taperas sur YouTube Tour de France 2019 highlight. Il avait passé quelques 14 jours en jaune et nous avait fait rêver Julien. C'était avant le Covid. Ah, c'est pour ça. Ah oui, mais moi je démarre le sport après moi. Mais malheureusement, il a aussi gagné depuis le Covid. Il a aussi gagné une étape du Tour en 2020 puis en 2021. Il a porté le maillot jaune à chaque fois. Donc il faut se mettre à la page. En tout cas, Ala fait de retour pour notre plus grand plaisir. Et il a bien noté que cette première semaine était, je cite, punchy et qu'elle correspond parfaitement à son profil. Donc on espéra le retrouver aux avant-postes. Finalement, avec cette sélection, le seul grand absent, c'est le Britannique Tom Pidcock qui est arrivé cet hiver chez Q36.5 et qui était deuxième d'Estrade Bianche derrière Tadej Pogacar. Il sera aligné sur le Giro cette année. Son équipe vise plutôt le Tour à horizon 2026. Et puis, puisque l'on mentionne le Slovène, ça fait quelques jours qu'on le sait, mais on l'avait pas encore mentionné dans cette émission, Tadej Pogacar sera bel et bien au départ de Paris-Roubaix le 13 avril prochain. On se souvient des images en début de saison où il était allé reconnaître le parcours. Ses directeurs sportifs étaient pas forcément chauds parce que qui dit pavé dit aussi gros risque de blessure pour un coureur comme Tadej Pogacar. Mais Poggi est là pour marquer l'histoire, il est là pour marquer la story et nous on s'en réjouit. Ah ouais, attends, on en rêve surtout avec ce qu'ils nous ont offert avec Mathieu Van Der Poel à Milan-San Remo. C'est ce qu'on espère déjà sur le Tour des Flandres et encore plus sur Paris-Roubaix, ça peut être quelque chose d'historique là-dessus. On aura 3 actes sur les 3 premiers monuments de la saison, donc on va se régaler. On s'en reparle dans les promos et on enchaîne avec dans les pronos plutôt, parce que les promos il y en aura pas sur cette émission. Non, j'ai pas eu de mail pour toucher un chèque dû à eux, désolé. Basket maintenant, on enchaîne avec une bonne nouvelle. Le Paris Basket va rester en Euroleague la saison prochaine et il y a même des discussions pour un engagement sur le plus long terme. Alors petit rappel, en Euroleague, on a 18 équipes, dont 13 titulaires d'une licence A, qui leur assurent une place dans la durée. C'est le cas de l'Asvel, par exemple. Et puis, les 5 autres équipes doivent donc lutter pour rester. Et c'est le cas du Paris Basket, qui réalise une superbe saison. On en a parlé un petit peu dans les résultats. Son maintien était normalement conditionné à une qualification en play-off, mais le succès à la fois sportif et populaire du club à l'Adidas Arena lui permet donc de conserver sa place. Plutôt une bonne nouvelle. Excellente nouvelle et d'autant plus que Paris peut être concerné par ta prochaine news et celle-là elle fait aussi beaucoup parler en Europe. Effectivement, une news qui fait débat. Adam Silver, le patron de la NBA, a présenté jeudi dernier un projet de nouvelle ligue en Europe sans donner de date précise. Il évoque une compétition en partenariat avec la FIBA, la Fédération internationale de basketball, donc avec des règles FIBA comme au JO, ce qui veut dire qu'on aura des cartons de 10 minutes au lieu de 12 entre autres. C'est un projet qui réunirait 16 équipes dont potentiellement 12 membres permanents et on parle de structures qui existent déjà a priori. Pourquoi pas le Paris Basket, en tout cas c'était évoqué. Reste donc à savoir comment est-ce que tout ça va s'articuler avec l'Euroleague. On a un spécialiste basket, je crois, qui est arrivé dans le studio. Est-ce que ça te hype, mon cher Mathis? C'est le moment où je dois introduire Mathis qui nous aura rejoint ce soir, qui a pris ses petites gambettes et qui est arrivé tout droit du stade Pierre-Mauroy. Comment tu vas, Mathis? Salut Adrien, salut à tous, ça va très bien, super match ça fait ce combien soir. De siècles que je ne t'ai pas vu assis face à moi? Un bout de temps, mais ça fait plaisir de revenir comme ça en direct, pas prévu, et en plus parler de basket, moi ça me va avant de parler de Dunkerque PSG. Ouais. C'est vrai que on attendra gentiment la fin des news avant de revenir sur le match et comment tu l'as vécu. Oui, avec ces 2 infos basket couplées, Paris Basket en Euroleague et la NBA. Qu'est-ce qui te... Ouais, Paris Basket d'abord, je trouve ça super intéressant parce qu'en plus, Jean, tu le disais, c'était à la base conditionné au fait qu'ils participent aux playoffs. Ils sont toujours en course, ils sont même bien partis pour les faire. En tout cas, les play-in. On va dire les barrages d'avant les playoffs, mais ils sont quand même en course pour leur première saison et c'est déjà très satisfaisant d'un point de vue sportif. Je pense que c'est aussi comme ça qu'ils ont gagné leur place, comme tu l'expliquais, pour les prochaines années. Et après la NBA Europe, moi qui suis justement fan de l'Euroleague, j'avoue de pas trop être emballé par le projet. Après c'est plus un avis personnel, mais dans ce qui est annoncé sur le papier, ça peut faire rêver, un rapprochement, à voir dans quelles conditions ça va être fait, à voir est-ce que ça va respecter aussi le basket européen historique qui existe déjà, parce que si c'est pour créer une ligue qui vient concurrencer l'Euroleague justement, où est-ce qu'on va se retrouver, des clubs qui vont partir, certains qui vont rester, ça peut aussi devenir vite bizarre à comprendre. Et le calendrier et les efforts physiques deviennent ingérables. Après, l'Europe est un environnement à part de la NBA. On ne fait pas 82 matchs en 30 semaines, ça ne marche pas comme ça ici, et donc... à voir aussi, j'espère que ça ne viendra pas se substituer à l'Euroleague ou écraser l'Euroleague. Absolument, ouais, je suis d'accord. Ça reste à étudier. C'est que pour l'instant, c'est ce qu'il disait, c'est qu'un projet, c'est embryonnaire, mais
mais ça nécessite de s'interroger sur comment est-ce que ça va être fait. Et... Un peu une Super League du basket. Bah ouais, pourquoi pas. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Finalement, la Super League, elle a jamais vu le jour. Donc, tant qu'il n'y a pas encore de date et de clubs qui ont signé, on va attendre un peu d'avoir des nouvelles. Et puis, pour terminer cette rubrique basket, on a eu le tirage au sort de l'Euro 2025 qui aura lieu du 27 août au 14 septembre. Et on connaît donc désormais les groupes. L'équipe de France, qui espère la participation de Victor Wembanyama, aura une poule a priori assez abordable. La Belgique, la Pologne, l'Islande et Israël, même s'ils devront passer par un match contre la Slovénie de Luka Doncic, c'est quand même jamais facile. Malgré tout, les Bleus ont toutes les qualités pour arriver en huitième de finale, où les choses vont très vite se corser. Adversaires potentiels, l'Espagne, la Grèce ou encore l'Italie. Ça rigole pas du tout. Un petit mot rugby pour rester aussi dans le sport co. On a un Français sacré et ça fait sacrément plaisir. Un tout petit mot de rugby, mais juste pour dire, pour reparler une dernière fois du tournoi des 6 nations, après la victoire des Bleus, c'est l'ailier du 15 de France, Louis Biarret, 21 ans, qui a remporté le titre de meilleur joueur du tournoi, un titre décerné par un vote du public et dont le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles était, selon l'équipe, le grand favori. Avec 65% des voix, on peut dire qu'il est élu au premier tour et il devient le deuxième Français à recevoir cette distinction après un certain Antoine Dupont. Antoine Dupont qui l'a eu 3 fois. Hein, donc, et Louis peut partir sur aussi 3 récompenses. Il est jeune, 21 ans. Il a encore le temps. Ouais, il a largement le temps. Encore du sport co, un petit mot football. Exactement, on va finir sur les sports co avec 3 infos foot rapidement. La première qui est tombée ce mardi soir, Gaëtane Tinet, joueuse du Paris FC qui compte 163 sélections en bleu, raccrochera les crampons en fin de saison. La meilleure joueuse de D1 de 2012 et 2014 est aussi la 7e joueuse la plus capée en équipe de France, hommes et femmes confondus, alors qu'elle n'a plus porté le maillot bleu depuis 2019. On enchaîne ensuite avec QSI, le propriétaire du Paris Saint-Germain qui est en passe de racheter Malaga, un club de D2 espagnol. La multipropriété, bon, c'est pas une nouveauté dans le foot, hein. On a les exemples de Chelsea et Strasbourg ou encore Nice et Manchester United. On suivra donc ce dossier. Et puis comme je parle de Nice, Francaise, l'entraîneur des Aiglons, a confirmé qu'il restera en poste la saison prochaine. On sait que c'est un coach qui a la cote, mais Nice est 4e et il veut donc s'inscrire dans la durée sur ce projet. Ça peut faire très plaisir. Puis on finira quand même par ton petit péché mignon, si tu le veux bien. Sport auto, c'est l'inévitable avec Jean Novak. Toujours. Une chronique news évidemment. Sans un petit détour par le sport auto. Qu'est-ce que ce serait finalement ? Je vous ai écouté la semaine dernière. Et j'ai vu que tu n'avais pas manqué, mon cher Adrien, de rappeler ton excellent pronostic sur cette saison 2025 de Formule 1. Ah bon ? Oui, c'est bien Liam Lawson qui est le premier pilote à avoir perdu son baquet dans cette saison 2025, avant même Jack Doohan. J'avoue, je plaide coupable, je l'avais pas du tout vu venir, et encore moins au bout de 2 courses. Tu fileras les 20 balles après l'émission. Au moins. Non, mais franchement, bravo, parce qu'il fallait le voir. Lawson est donc rétrogradé chez Racing Bulls, tandis que Yuki Tsunoda débarque chez Red Bull après 4 saisons dans l'écurie FIA et un excellent début d'année. C'est une supposition personnelle que je vais vous partager, mais ce changement intervient juste avant le Grand Prix du Japon ce week-end. Or, vous le savez, Yuki Tsunoda est japonais, et c'est la dernière saison du partenariat entre Red Bull et Honda. L'écurie autrichienne arbore d'ailleurs pour l'occasion une livrée spéciale vêtue de blanc ce week-end qui est magnifique. Et je me demande si la nationalité plutôt de Tsunoda, et justement pas la neutralité, n'a pas accéléré un petit peu ce changement qui allait probablement intervenir quoi qu'il arrive. Ouais. Ça, c'était beau. Et moi, je jubile comme un coq fier qui monte de torse. Le Sun, j'avais vu juste. Non, mais tu peux. Voilà. Ça, on peut finir là-dessus, mon petit Jean, ça te va. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce tour de l'actualité du moment. On va pouvoir profiter quand même des quelques minutes. Mathis qui nous fait le plaisir d'avoir pris ses jambes, comme je le disais, et d'être venu parler avec nous de cette soirée. L'USLD défait 4-2 pour cette demi-finale historique de Coupe de France. Et finalement, quand même, Dunkerque qui aura su jouer son va-tout. Parce que ils ont décidé de laisser la possession alors que c'est plutôt leur style. Ils auront mené 2-0 quand même. Il y a quand même ces buts, on le disait, aussi pris au pire des moments, 45e, 48e, juste avant et juste après la mi-temps. Au niveau, toi, déjà du sportif sur le terrain, qu'est-ce que tu as noté de ce match ? Pour commencer, je sais pas s'ils ont décidé de laisser la possession ou si seulement ils se sont fait dépasser par la surdomination du PSG, mais comme beaucoup d'équipes en ce moment qui affrontent cette équipe du PSG, et on le savait avant le match, Dunkerque est une équipe qui aime plutôt avoir le ballon, comme tu le disais Adrien, et aime proposer des solutions. Et même sans le ballon, ça s'est vu dès le début, on a vu vraiment des nordistes entreprenants et avec ce petit brin de réussite, mais qui a fait à ce moment-là basculer la soirée un peu dans l'irrationnel déjà, parce que
on va être honnête, personne voyait Dunkerque à ce niveau-là après 27 minutes de jeu, 2-0. Le premier but sur un coup franc, un coup de pied arrêté, ça rebondit au premier poteau, une superbe déviation et Sasso se retrouve tout seul au deuxième. Là pour le coup, c'est la 7e minute de jeu, il reste encore du temps. 1-0. Bon, ça ressemble à l'incident. Est-ce que ça a réveillé le stade ou a priori Là, avec Jean Bart juste avant le stade était déjà bien chaud, honnêtement. Pour être allé plusieurs fois cette saison pour voir le LOSC à Pierre-Mauroy, j'ai été agréablement surpris parce qu'il y avait du monde, même dans le COP dunkerquois, qui à Marcel Trébu, forcément, le stade de Dunkerque est plus petit. Je trouvais que ça remplissait bien la tribune, honnêtement, avec les drapeaux. Il y avait du monde, ça chantait. L'ambiance était déjà au rendez-vous, forcément, juste devant moi qui étais en tribune latérale, ça s'est levé d'un coup. Il y a eu une folle ambiance qui est apparue dans ce stade. Et puis alors, que dire de ce but à la 27e, pour le coup, situation de contre-attaque, bien placé au bon moment, un petit coup d'épaule pour gagner le duel. Et derrière, imparable, Safonov, 2 tirs subis de but. À ce moment-là, ce but-là, il fait dire quelque chose. On commence à se dire, mais est-ce que la première défaite du PSG cette année, ça va être contre une Ligue 2 sans compter la défaite contre Liverpool? Est-ce que ça va être maintenant? Il y avait vraiment ce sentiment-là, parce que le PSG avait la balle, mais n'avait pas non plus des grandes occasions, même avec la possession. Et après, je pense que le déclic, c'est le 2-1 avant la mi-temps. Pour moi, s'il y a 2-0 à la mi-temps, c'est pas du tout le même match. Ce but de Dembélé, dans les 5 dernières minutes déjà, le ballon était monopolisé, mais plus proche de la surface. Et Dembélé, l'homme en forme, on le répète depuis le début de l'année 2025, superbe frappe pour insuffler à la fois un nouvel élan à son équipe, faire du mal à la tête dunkerquoise qui voulait vraiment tenir ce score. Ouais. Ça, c'est la première bascule, et il y en a une deuxième juste après le retour des vestiaires, c'est qu'il n'y avait pas corner sur le but. Ah, tu le savais ça? Ça rapidement su dans le stade, c'est que le but de Marquinhos, il n'y avait pas corner, et ça, on a vu la frustration après sur le 2-2, ça grondait. On a vu les défenseurs dunkerquois réclamer pendant longtemps. Je crois que ça a été checké même, mais dans tous les cas, l'arbitre. Louis Castro, on entendait nous sur France Télévisions, en tout cas, il y a que les micros bord terrain allumés, on entendait se plaindre assez fort et crier dans l'oreille du 4e arbitre. Mais dans tous les cas, la VAR ne pouvait rien faire sur cette situation, parce qu'on peut pas annuler un corner. Alors c'est les limites forcément de ces outils-là. Et je pense que c'est la deuxième bascule qui pas ouvre la porte au PSG, mais quasiment, parce que là ça doit plomber le moral un peu. Encore plus quoi. Ouais. Déjà il y a le 2-2, on perd l'écart, et en plus il y avait pas corner. Et en plus quand on perd du temps, mais c'est aussi tout naturel, à aller parler avec l'arbitre, ça fait vraiment mal. Et à ce moment-là, on a senti vraiment le PSG, ça y est, lancé, en route. Désiré Doué derrière, une frappe contrée, mais avec un superbe mouvement avec Barcola et Dembélé en contre-attaque. Mais c'était deux visages hyper intéressants à voir au stade, avec vraiment ce sentiment que Dunkerque est allé au bout de soi-même, malgré tout à jouer avec ses valeurs, j'ai envie de dire. Ils ont su faire ce qu'ils pouvaient faire, et je sais pas, j'ai pas la stat, je suis désolé, j'ai pas assez préparé l'émission, c'était pas prévu, mais je sais pas si le PSG a déjà été mené 2-0 cette saison. À Manchester City, effectivement, mais c'est pas trop mal. C'était le même score à la fin. Voilà. Mais c'était la première fois, je crois, de l'RQSI que Paris remontait à ce moment-là 2 buts d'écart dans un match. L'emporter, c'est sûr, mais j'ai pas la stat complète. Non, mais on peut dire qu'ils sont tombés les armes à la main, clairement, les Dunkerquois. C'est, en plus, même si après ils se font remonter, ils perdent ce match, ils prennent pas du tout une dérouillée, quoi. Le 4e but, il survient dans le temps additionnel. 2 buts d'écart contre le PSG de cette saison, c'est loin d'être honteux. Avec le 11 titulaire. Faut le dire. À part Pacho, ouais. À part Beraldo qui était titulaire à la place de Pacho, sinon c'était les 11. C'était la grosse équipe et Safonov, mais bon, c'est vraiment des points d'ajustement, donc très très gros match. C'était assez excitant, en tout cas, bravo encore une fois à Dunkerque, à l'USLD et aux supporters, donc a priori, qui ont fait le taf, 50 000, comme quoi, ils sont là-bas, ils sont en nombre, les Dunkerquois, peut-être qu'ils vont un peu regretter d'évoluer pendant plusieurs années dans un stade de 5000 places, de ce fait. Ça devient un peu serré, Surtout quand on a touché de si près le Stade de France, ils s'y voyaient, Franchement, voilà, à la demi-heure, ça commençait à en parler, ça devenait concret, honnêtement. Et ouais, ces points de bascule dont on a parlé, ils sont venus faire changer la donne, mais très beau parcours. Ils avaient déjà sorti de Ligue 1, j'ai plus les équipes avant, mais c'était LOSC, Brest, bien sûr, et Auxerre en 32e de finale dès l'arrivée des Ligue 1. Ouais. Donc voilà, ils avaient parcours 100% Ligue 1 jusque là. Dès que les Ligue 1 sont rentrés, dès que les Ligue 1 sont rentrés, ils ont eu des Ligue 1. Non, il y a eu Agno justement, juste au milieu. Oui, voilà. C'est quand même remarquable.
Je trouve que voilà, bonne saison en Ligue 2. Ils monteront probablement pas parce qu'ils sont redescendus à 7 points de la 3e place, mais il y a de très belles choses qui sont en train d'être faites et c'est toujours aussi le problème, c'est qu'on peut dire bravo pour une demi-finale. Il manque la dernière case pour la finale, le Stade de France. Et à côté de ça, tu sors de 3 défaites, peut-être parce que tous ces matchs de Coupe de France t'ont épuisé, t'ont carbonisé le groupe. Et finalement, tu ne risques de ni monter, ni voir le Stade de France. Et à la fin, on va dire, on va regarder les archives, on dira sur l'exercice 2024-2025, OK Dunkerque. C'était ça le plus cruel, finale, c'est qu'il y a pas de montée. bravo, mais il y a d'autres équipes avant eux qui l'ont fait. Ça va être peut-être un peu regrettable, mais dans l'instant, en tout cas, on le vit bien. peut-être aussi un peu de frustration sur l'autre demi-finale, Reims-Cannes, qui est quand même ils auraient pu tirer Reims ou Cannes. C'est ça, c'est que sur les 4 dernières équipes, il y avait Dunkerque, le PSG, mais il y avait Reims et Cannes qui sont quand même 2 équipes. Reims dans les derniers de Ligue 1, Cannes National 2. Attention, Reims qui a mis 3. On l'a dit tout à l'heure. Merci. Attention. En tant que supporter angevin, j'ai pas apprécié, mais bon, c'est un autre débat. Ils sont en train de revenir sur nous, mais bref, honnêtement, quand on est Dunkerque, on peut aussi avoir ce genre de regret, je pense. Surtout après avoir joué ce match-là contre Paris. Où tu te dis que les deux en face, ils pouvaient clairement presque être favoris. Dans un stade Pierre-Mauroy comme ça, en plus, ça aurait pu être dingue. Ça aurait pu être dingue. Il y a un autre match dont j'ai pas pu évoquer tout à l'heure. Dingue aussi, hein. C'est Dingue aussi ce match. Dingue, je sais pas, même pas s'il est encore fini, on peut en parler ou pas. Il est pas encore fini, hein. Très exactement. Prolongation. 4-4. On va attendre. On est à la 99e en prolongation. Ouais, mais c'est fou aussi, ce match. 4-4 au score cumulé. Oui, au score cumulé, pardon. 4-3 pour la Real Sociedad contre le Real Madrid. Donc, sur la pelouse du Santiago Bernabéu, il y a eu 4 buts en 13 minutes dans les 13 dernières minutes enfin, pas les 13 dernières, mais entre la 80e et la 93e. Sur ce match, donc c'est toujours pas fini et le Real qui va devoir s'employer pour aller chercher la finale de la Coupe d'Espagne. Oh, c'est fou aussi ça. On verra ça, ça me rappelle, ça fait tout de suite écho au match, la demi-finale aller entre Barcelone et l'Atlético Madrid, le 4-partout aussi. Et ça, on en parlera à toute fin d'émission dans les immanquables aussi de cette affiche-là. On avait prévu avec Jean un petit moment prono. Si tu veux te prêter au jeu. Avec plaisir. C'est un moment comme ça, un peu improvisé ce soir. On va prendre quelques minutes. J'allais vous donner un temps exact. Je vous le dirai. On va voir. On va un peu piloter tout ça tranquillement. Les petits moments pronos du soir, on voulait un peu se projeter quand même. On arrive un peu sur le gong final et puis surtout sur un mois d'avril qui est assez riche sur certains événements. Déjà, on peut en profiter puisque on sait que Paris est en finale de la Coupe de France. Est-ce que déjà on peut faire notre prono sur qui de Reims ou de Cannes pour vous rejoint Paris demain soir et surtout qui l'emportera entre Paris et cet adversaire-là? Moi j'ai des attaches rémoises donc je serais obligé de répondre le Stade de Reims, mais je pense que qui que ce soit en face de ce PSG cette année-là, ça va être quand même très très dur. Ouais. Pour moi, ça sera Cannes et évidemment Paris qui gagne à la fin, mais... Ouais. Mais on veut Cannes. Ouais, il y a l'aventure, il y a... Les herbiers, un peu version 2018. Et puis, il y a ce Stade de Reims, pas convaincant cette année. Sauf en Coupe de France. Et sauf en Ligue 1 la semaine dernière, mais c'est autre chose encore. Voilà. Arrêtez d'en parler, s'il vous plaît. Donc, donc Paris, en tout cas, qui soulève une nouvelle Coupe de France. Ouais, je pense que ça ne fera pas trop débat. Ça, là-dessus, on est à peu près carré. Ok. On avait coché, sinon, pour le football, Paris, qui est encore concerné, cette fois par la Ligue des Champions. Un petit mot, puisque en ce mois d'avril, on a le retour de la C1 et des quarts de finale de Ligue des Champions. Je peux déjà reprendre ma petite slide qui est dans mon coin ici, là, pardon, avec du coup les affiches déjà connues et surtout on sait même déjà à l'avance qui chaque club risque d'affronter en demi-finale. Donc pour ce qui est du Paris Saint-Germain qui est opposé à Aston Villa, Paris reçoit l'aller et se rend à Villa Park au retour. Et le vainqueur de ce match-là tomberait sur le vainqueur de Arsenal-Real Madrid. Paris, Aston Villa. Vous, ça vous dit quoi? Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire une qualification du Paris Saint-Germain. La théorie, les anciens du PSG, Unai Emery, Marco Asensio, ça t'effraie pas? La théorie Liverpool, on l'a balayé. non, faut se méfier, bien sûr. Aston Villa est un adversaire très sérieux. Je pense notamment au gardien d'en face qui a fait beaucoup de mal aux différentes équipes françaises de ces dernières années. Je pense qu'il est l'heure d'aller conjurer le sort et d'aller se qualifier en demi-finale. Quand on a vu les qualités de Paris face à Liverpool, s'ils sont sérieux, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour éliminer Aston Villa. Ce qui est drôle, c'est que je regarde sur le tableau un peu flash score, il y a entre parenthèses le classement de la saison régulière de cette nouvelle formule de Ligue des Champions. J'allais dire, Aston Villa est le plus petit des 8 qualifiés. Quand tu regardes, c'est quand même Paris qui a fini le moins bien classé. Ouais. Donc ça dit pas grand-chose aussi de cette phase un peu particulière et cette qualification sur le gong. Dans l'autre quart de finale qui concerne cette moitié de tableau, Arsenal-Real Madrid. Je donne pas mon pronostic sur le PSG.
Oui, pardon, je crois que tu l'avais Non, dit. il y a pas de problème. Dans tous Et les non, cas, on oublie. Non, je vais dire la même chose que Jean. J'enlèverai le sans trembler parce que le retour à Villa Park, c'est pas pareil. Non, ça va être un gros match. Il faut assurer la qualif entre guillemets dès le match aller. Je pense que si tu prends 2-3 buts d'avance. Mais attention, match retour à l'extérieur. Bon, c'était le cas à Anfield, mais ça peut être piège. Je dis sans trembler par rapport au caractère de cette équipe que j'ai vu très très différente contre Liverpool de ce qu'on voyait les dernières années. Ouais. Après, à voir forcément, pareil, comment tu gères ton match aller. Paris a peut-être trop eu tendance à avoir des bons matchs aller et s'empêtrer au retour. C'est clair. Villa est peut-être plus, non, j'allais dire, mais contre Liverpool, ils ont clairement dominé la rencontre. Ils ont quand même perdu ce match. Donc là-dessus, oui, mais ils ont cet inconvénient. Je sais pas si c'est un inconvénient ou un avantage en fait finalement de recevoir à l'aller, parce que c'est un peu toi qui dicte. T'as le pouvoir de dicter aussi le déroulé du retour. Je pense qu'en tout cas, ça s'est amoindri ces dernières années avec la disparition du but à l'extérieur. Ouais. C'est bien sûr, ça reste quand même mieux de recevoir en retour parce que t'as tes fans derrière toi. Et on a vu le PSG capable d'aller se qualifier à Anfield très récemment, qui est censé être quand même l'un des stades les plus compliqués d'Europe. Donc je pense que ça a peut-être plus autant d'importance qu'il y a quelques années. Arsenal-Real Madrid, pardon, du coup, Matt-Nice. Arsenal qui reçoit à l'aller et le Real au retour. Ben moi, je mettrais bien une petite pièce sur Arsenal. Le Real est en train de lâcher des forces. Alors certes, le match est allé dans une semaine, mais c'est quand même mardi prochain à Arsenal. Il y a un match en championnat ce week-end contre Valence où il va falloir assurer parce que le Barça a pris la tête. Donc là, jouer 120 minutes maintenant, c'est aussi peut-être un élément qui va apporter un peu de la fatigue à cette équipe madrilène. Et par contre, on parlait de ce retour, voilà, le retour à Bernabeu. Le Real, c'est typiquement le genre d'équipe qui, pour moi, qui représente cette grâce du match retour à domicile et ce pouvoir un peu qui entoure et qui enchante même ces équipes. Je me rappelle, il y a beaucoup encore de photos, vidéos qui tournent encore quand on parle du Real de cette époque-là. C'était un peu le Cristiano mèche blonde. C'était attention danger. Là, tout simplement, il n'y a même plus besoin de parler d'un joueur. C'est Real Madrid, match retour, Bernabeu, c'est danger. Mais je mets quand même Arsenal, je maintiens. Ok, Arsenal là-bas, ici. Moi, je vais dire quand même le Real parce que je les vois pas gagner la LDC dans le sens où cette équipe a quand même des lacunes et ils sont moins forts que l'année dernière, il y a aucun doute là-dessus. Tout ça pour dire que le PSG va gagner au tour d'après. Voilà, c'est ça. Non, mais une première chose, c'est que j'arrive pas à voir, je les vois pas gagner, mais je vois pas quand est-ce qu'ils vont se faire éliminer ni par qui. Donc je pense que j'irai sur le Real par défaut tant que je les ai pas vus perdre de mes propres yeux. Et puis non mais on le sait tous, le destin c'est que Kylian va revenir au parc en mai et voilà. Et au fond on a un peu envie de le voir. Absolument. Et même si je sais que ça va peut-être tourner contre nous, j'ai quand même envie de le voir. Tu dis presque Real pour l'affiche Real Paris en fait. Ouais. D'accord. Non, ça se comprend. Et attention juste, Bukayo Saka de retour cette semaine. Mais ça, c'est un élément à prendre en avec compte. beaucoup de semaines de temps sans toucher le ballon. Ouais. Mais c'est quand même un élément à prendre en compte. Arsenal récupère son atout numéro 1. Il me fait pas aussi peur que si tu m'annonces le retour d'un Vinicius ou d'un Bellingham. Non, c'est clair, mais vu l'attaque d'Arsenal ces derniers temps avec Merino en pointe, ça peut quand même. Oui, ça va bien. falloir les marquer les buts. Ça va bien leur faire plaisir quand même ce retour. Dans les autres quarts de finale de Ligue des Champions, un beau Barcelone-Dortmund avec Barcelone qui reçoit pour ce match aller, Dortmund au retour. Pareil, on est un peu dans cet environnement. Un retour au Signal Iduna Park. Si tu n'as pas pris la douche à l'aller, ils ont de quoi jouer leur va-tout. En tout cas, ces Allemands. Ouais, mais ils nous feront pas le coup 2 fois de suite. Non, je pense que le Barça est capable de se planter. Hein. On l'a vu quand même. On les a vus se faire peur quelques fois cette saison. Mais là, ça a l'air quand même bien. Je pense qu'ils sont quand même. Ils ont trouvé un peu leur vitesse de croisière. Ils jouent aussi les premiers plans en Liga. Pareil là-bas, Dortmund. Bon, oui, mais pas tant que ça. Ouais, non, je pense honnêtement que le Barça très très fort collectivement cette année, encore en lice dans toutes les compétitions. Potentiel triplé. Il y a le match retour contre l'Atlético à venir en demi-finale de la Coupe du Roi. Ils sont devant en Liga. Je pense que ça va être qualification barcelonaise. Et dans l'autre quart de finale, un des plus serrés, presque sur le papier, Bayern Munich, Inter Milan. Bayern qui reçoit à l'aller, l'Inter au retour. Là, on est capable de tout et son contraire. Je dirais que c'est le plus indécis. Ouais, je suis d'accord. Deux équipes dont on n'a pas à parler, qui sont pas vendus comme des grandes favorites en ce moment, qui sont pas sortis de la phase de poule comme étant, mais qui gèrent dans leur championnat respectif, et qui sont au final deux favorites, je pense honnêtement. L'Inter c'est très solide, le Bayern de plus en plus, ils ont quand même sorti Leverkusen ils montent en puissance assez facilement, et j'ai un peu le même sentiment pour les deux équipes. C'est que ces deux équipes qui sont premières dans leur championnat, parlaient pas trop en Europe, je parle, et qui sont en train d'arriver un quart de finale bien assumé. Ça va être un gros quart de finale. S'il faudrait choisir, j'irais sur l'Inter.
honnêtement. Je trouve que ils sont très solides. Et cette équipe, face à un Bayern, qui peut-être, alors c'est vraiment sur des détails parce que j'ai du mal à choisir, mais je pense peut-être pour être un peu plus fébrile ou à montrer cette année que certes ils sont capables de grands matchs, mais Upamecano est blessé, Davies s'est fait les croisés, peut-être une fin de saison qui sera un peu plus difficile. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, pardon. C'est pas mal tout ça. Le temps avance finalement super vite quand on parle et quand on échange et quand on fait tout ça. Du coup, je vais même pas pouvoir, on va pas faire trop le jeu des demi-finales et de la finale. Juste quand même pour finir les pronos pendant une dernière minute. Le Paris Saint-Germain. Alors, vainqueur, toi, Paris Saint-Germain. Ok, bon, c'était la dernière émission. Hein. Pour le Barça. Non, un mot quand même très rapide, forcément, sur les courses cyclistes, quand même, qui nous attendent. Peut-être qu'on parlera plus de Paris-Roubaix la semaine prochaine dans l'émission. J'espère qu'il y aura des chroniqueurs cette émission la semaine prochaine. Faut que je pose la question. Croisons les doigts. Cette semaine, quand même, premier monument flandrien, Tour des Flandres. Le duel Pogacar-Van Der Poel, il est très attendu. Je pense que c'est le monument peut-être où il y a le moins de surprises. En tout cas, le monument pavé. Si on compare à Paris-Roubaix où il y aura le moins de surprises, je pense que là ça va vraiment se jouer à la pédale et au placement aussi. On a vu que Van Aert a du mal à se placer, il a un petit peu peur de tomber récemment, donc pour moi c'est entre Van Der Poel et Pogacar. Je pense que le favori reste quand même Tadej Pogacar en termes de watts développés tout simplement. Par contre, je te mets un petit mot sur Paris-Roubaix si je suis pas là cette semaine. S'il y a une surprise et si Pogacar et Van Der Poel doivent se faire surprendre, pour moi ce sera plus sur Roubaix. Et je vais mettre une pièce sur un Mats Pedersen qui est très en forme. C'est pas faux. Pour moi, pour ce week-end, je vois bien Pogacar aller prendre sa revanche après Milan-San Remo et aller coiffer un peu Van Der Poel avant ce fameux affrontement qu'on attend presque tous de Paris-Roubaix. Donc ouais, arriver à 1-1, on va dire, avant Paris-Roubaix, qui pourrait être un peu l'affrontement final entre guillemets, même si la saison est loin d'être finie, mais voilà, être le Graal pour le moment de cette saison. Un duel épique avec la voix qui va bien. Absolument. Tour des Flandres, en tout cas, merci Pogacar, presque. Il sait pas qu'il va le gagner ou qui est le plus fort, mais merci de s'aligner sur ces courses-là pour nous faire vibrer, parce que Dieu sait que c'est excitant quand dans le cyclisme on sait pas trop à l'avance qui gagne. Pendant que Vingegaard est sur Zwift, ça fait plaisir d'avoir Pogacar sur les monuments. Ça va être très très beau tout ça. Je vais me permettre de me lancer un petit jingle. Il est temps d'aborder les 5 dernières minutes de cette émission, le temps additionnel. J'ai quand même des petits rendez-vous, des immanquables à vous distiller. On en parle tout de suite. Après hier, place à demain et prochain rendez-vous sportif de la semaine dans les immanquables. Suite de la Coupe de France, demain soir, et on en parlait, Cannes-Reims, plus précisément, Cannes, pensionnaire de National 2, 4e division contre Reims, équipe de Ligue 1. Ce sera l'autre demi-finale, donc à suivre à partir de 21h sur beIN Sport 1. Du côté de l'Espagne également, on joue la Coupe nationale, qui pour rejoindre l'un des deux Real, on va en parler aussi dans un très court instant, faudra quand même donner ce résultat. Après le spectaculaire 4-4 du match aller entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, la demi-finale retour de Coupe du Roi est à suivre sur la chaîne L'Équipe, demain 21h30. Et pour les abonnés L'Équipe, deux petits tips: si vous avez donc accès à L'Équipe Live Foot sur ordi, tablette ou téléphone, vous avez d'autres demi-finales européennes. En Coupe d'Allemagne, on parlait tout à l'heure de l'Arminia Bielefeld qui s'était qualifié. Il y en a donc l'autre demi-finale entre Stuttgart et Leipzig à 20h45, et à 21h toujours demain soir, c'est le derby de la Madonnina entre l'AC Milan et l'Inter Milan dans l'autre demi-finale de Coupe d'Italie. On ne manquera pas de foot non plus ce week-end grâce à la 28e journée de Ligue 1, celle du titre peut-être pour le Paris Saint-Germain, opposé à Angers au Parc des Princes, samedi 17h sur beIN. Le samedi toujours se poursuivra deux belles affiches, un Brest-Monaco à 19h suivi de Lyon-Lille à 21h05, les deux matchs qui sont à suivre sur DAZN. Les voisins lensois joueront le lendemain, dimanche 15h sur DAZN, pour une conclusion du côté du Stade Vélodrome pour cette 28e journée à Marseille, où l'OM défiera Toulouse dimanche soir 20h45, c'est sur DAZN. Et cette semaine, on n'oublie pas non plus la suite de la Ligue des Nations féminines, deux matchs à venir pour nos Bleus, face à la Suisse vendredi soir 20h, c'est à suivre sur France 4, et contre la Norvège mardi prochain, soir d'émission pour nous, donc à 19h, ce sera sur W9. Le cyclisme, voilà, ce qui est temps de finir avec le foot. Demain, on est un petit peu gâté avec toutes ces demi-finales de football, mais on n'oublie pas dans l'après-midi, en cyclisme, la course à travers la Flandre, ou à travers les Flandres, la 79e édition de la classique belge comptera quelques noms alléchants, qui de Wout van Aert, Matteo Jorgensen,
Jorgensen, Jasper Philipsen, ouais, j'ai du mal. Mats Pedersen ou Binyam Girmay encore pourront l'emporter. Pour le savoir, 2 possibilités, la chaîne L'équipe ou Eurosport, prise d'antenne à partir de 14h15 pour une arrivée prévue autour de 16h30. Une Flandrienne qui en appelle surtout une autre, le monument de la semaine, le Tour des Flandres, dimanche, pour un nouvel épisode de lutte sans merci entre Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel. Le Ronde est à suivre en intégralité sur Eurosport dès 9h35 via notamment Max, ou pour les non-abonnés, c'est dès 13h35 sur France 3. Ce sera peut-être plus la solution envisagée. On enchaînera aussi lundi avec le départ du Tour du Pays Basque qui avait vu de grands noms chuter lourdement l'an passé. La première étape, c'est lundi avec un chrono de 16,5 km, une boucle autour de Vitoria-Gasteiz. Et ça, on va en reparler dans un très court instant. Puisque on parle basket, on approche du grand final de la saison régulière d'Euroleague avec nos 3 représentants tricolores que sont Monaco, Paris et l'Asvel. Jeudi, 2 immenses chocs pour Monaco et Paris. Le premier sera confronté à 19h au champion en titre, le Panathinaikos. Et Paris s'en ira, lui, défier le Real Madrid en Espagne à 21h. Et pour les Villeurbanais de l'Asvel, ce sera également un déplacement en Espagne à Vitoria-Gasteiz, comme pour le Tour du Pays Basque. Donc vendredi, 20h30, entre ces 2 équipes qui n'ont, elles, plus rien à jouer dans cette Euroleague. Toute l'Euroleague est à suivre sur l'application Squeak et on retrouve forcément nos 3 mousquetaires européens le week-end en Betclic Elite où tous les regards seront surtout portés dimanche après-midi à 16h30 sur l'Opalico de la peur, comme je l'avais dit, entre le BCM et le SSM. Gravelines Dunkerque 14e est sur 6 revers d'affilée et reçoit Le Portel 15e à une victoire du BCM et en position de barragiste. Une rencontre à ne surtout pas manquer au Stade des Flandres de Dunkerque, c'est sur DAZN. Rugby, un petit mot d'Ovalie, en veux-tu en voilà. Il n'y a pas de tournoi destination femmes. 15 de France est au repos et pas de top 14 non plus, puisqu'on se dirige vers la Champions Cup. C'est l'heure des 8e de finale de la Coupe des Champions. 6 clubs français engagés. Ça démarre vendredi par Clermont en déplacement sur le terrain de Northampton à 21h sur beIN Sport 2. Ça se poursuit le lendemain, samedi, avec un enchaînement 13h30 Toulon-Saracens sur beIN 3. Castres-Benetton 16h sur France 2, La Rochelle-Münster 18h30, c'est de nouveau sur beIN 3. Et le dimanche, place à Toulouse et l'Union Bordeaux-Bègles, les 2 premiers du top 14 qui jouent à domicile. Il y a UBB Ulster à suivre dès 13h30 sur beIN 1. Et dans la foulée sur la même chaîne, c'est Stade Toulousain Sale Sharks à 16h. Là, on va se régaler. Et je ne pouvais pas finir autrement que par de la Formule 1, mon cher Jean, avec ce Grand Prix du Japon ce week-end, le 3e volet de la saison. Vendredi matin sur Canal+ Sport, on aura droit au traditionnel essai libre 1 et 2, 4h30 et 8h. Samedi matin, 3e séance d'essai libre à 4h30 et les qualifications dès 8h. Et enfin, Canal+ Sport toujours pour ce samedi, et le dimanche sur Canal+, dès 7h du matin, le Grand Prix du Japon. J'ai fait un accéléré sur la fin, vous avez vu. Merci Mathis d'avoir fait l'effort d'être venu. Avec plaisir, pas prévu, mais toujours aussi sympa de pouvoir venir discuter ici. Ouais, toujours un kiff. Merci Jean aussi de m'avoir assisté depuis le début, toi. Merci à toi. Toi le avec vrai. grand plaisir. Et on va aller regarder le Real, puisque 4-4, donc score cumulé, 113e, on s'approche des tirs au but. Allez, on va aller finir là-dessus notre petite soirée. Les minuit passés d'une trentaine de secondes, on va vous laisser avec nous sur Radio Campus Lille avec les musiques de la nuit. Et puis on se donne normalement rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Campus Sport Club. Et d'ici là, je vous dis portez-vous bien. Bye bye tout le monde.